Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, nouveau numéro. C'est un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre ces rendez-vous axés sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Nous ferons le point sur la formation du gouvernement. La première ministre, Judith Tulu-Kasumwina, poursuit les consultations avec les regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Jean-Tini Ngobila a été reçu, Christophe Mbosso, pratiquement tous les ténors de l'Union sacrée ont déposé leur cahier des charges auprès de la première ministre Judith Tulu-Kasumwina. À quand la sortie du gouvernement? La question qui reste suspendue sur les bouches de tous les Congolais. On va aborder aussi la tenue des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, qui auront lieu le 29 avril prochain. À Kinshasa, 29 candidats sont retenus. Qui de ces 29 va remporter le gouvernorat de la ville de Kinshasa? On en parle également dans cette émission. Christophe Mbosso Kodia promet pour bientôt la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après quelques temps de tergiversation, il a été accusé d'ailleurs par un collectif de députés de vouloir bloquer l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Finalement, il nous rassure que cette mise en place ou cette élection se tiendra incessamment. Et puis on va aussi peut-être faire le point sur les allégations de détournement contre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, accusé d'avoir surfacturé les projets destinés à l'implantation des forages d'eau. Qu'en est-il exactement? Nous en parlons sur ces plateaux avec un confrère journaliste, je ne sais pas si je dois dire ancien ou encore journaliste de Perfect Télévision. Il va peut-être devoir éclaircir sa situation. Il s'appelle Gramik Kangi, Gramik le Grand pour les intimes. Bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère Hervé. Merci également à toute l'équipe de Perfect Télévision. Je vois Luison et Clovis. Merci également à tous les téléspectateurs et les internautes. Je pense que c'est toujours Peter Tiani en DC. Exact. Sur YouTube. Je suis là et je reste journaliste. C'est vrai que pour dire clairement et nettement, je ne fais plus partie de l'équipe des Perfect. On continue dans la profession, très bien, mais ailleurs. Très bien. Comment allez-vous? Très en forme, ça va. Est-ce que la presse se porte bien il y a 5 ans? La presse, ce qui est sûr, la presse évolue. Hein, l'avènement de Fachi a-t-il bougé les lignes dans le fonctionnement de la presse? Oui, il y a beaucoup. Bon, si on pourrait être vrai, il y a, je ne sais pas si je pourrais appeler ça un changement, mais du moins, la façon dont les journalistes se comportaient sous les règnes de Kabila, c'est totalement différent avec ce qui se passe sous Félix Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas pourquoi, parce que Tshisekedi vient de l'opposition, était proche jadis, quand il était à l'opposition, il était proche de la presse, ou non, je ne sais pas, mais je constate un changement. La grande majorité de ce journaliste qui s'est revendiqué et qui s'est réclamé du combat, des journalistes engagés, la majorité a traversé. C'est vrai, je ne dirais pas traversé parce que ce ne sont pas des politiciens, mais du moins ils ont changé la manière de voir les choses. Ils ne sont plus dans l'engagement, dans ce qu'ils faisaient avant. Dans les combats. Exactement, dans ce qu'on pourrait appeler abusivement les combats. Abusivement. Donc c'est un peu ça, c'est juste ça les changements, mais du moins ceux qui sont restés, dans un journaliste vrai, objectif, près du peuple, ces journalistes restent comme tels, ils travaillent. Très bien, on va aborder le menu de l'émission. Formation du gouvernement. La première ministre Judith Tulu-Ka poursuit les consultations. Elle a reçu hier plusieurs regroupements politiques. Jean-Tini Ngobila a été reçu aussi. Christophe Mbosso. Les regroupements conduits par Eliezer Tamboué, Lambert Osango, Fifi Masuka et consorts. Est-ce que
ce n'est pas un travail de trop. Parce qu'en amont, il y a Augustin Kabouya comme informateur qui avait mené aussi pratiquement le même travail, et qu'aujourd'hui, la première ministre puisse faire la continuité du travail d'Augustin Kabouya. Est-ce que nous ne sommes pas en train de tourner en rond? Ce qui est vrai, il y a une nette différence entre l'informateur et les formateurs. Là, c'est en politique. C'est vrai que dans la Constitution parle de l'informateur pour essayer d'établir, de déceler la majorité au sein du Parlement, ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Mais également, il y a les formateurs qui pratiquement proposent des potentiels ministres au président de la République pour que le président puisse nommer, et c'est ce qui se passe, je le crois bien, avec Madame Judith Toulouka Souminois, c'est ça son nom. Mais ce qui est vrai également, c'est que le travail que Kabouya a fait, il y a un peu du méli-mélo. Comment ça? Le travail que Kabouya a fait, il y a trop de méli-mélo. On ne sait pas, il était à la fois informateur, formateur. D'abord informateur et puis formateur. On lui avait confié la première mission, il a exécuté cette mission. Après, je ne sais pas, il était allé voir les présidents pour déposer les rapports, faire quoi, je ne sais pas. Les rapports n'étaient pas complets, d'après les présidents. Le président lui a confié encore une deuxième mission, et puis on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, là, je ne sais pas si Kabouya, parce que ce qui est vrai, la majorité, déjà, nous tous, on savait que la majorité, c'est l'union sacrée. Et c'était clair au niveau des institutions. Même ici, quand on parle au niveau de l'Assemblée nationale, c'était clair. L'union sacrée, si pas l'union sacrée, l'UDPS allié, Caméré, BAT, et ainsi de suite, c'était clair. Donc moi, je pense que c'était même un travail de trop. D'abord, pour Augustin Kabouya. C'est vrai que par formalité, par respect des textes, ça passe, mais c'était un travail de trop, une perte de temps, parce que 4 mois déjà écoulé depuis que les présidents a prêté serment, soit depuis après les élections, 4 mois déjà, rien n'est fait, tout est bloqué, tout stagne, nous sommes en train de tergiverser aussi longtemps. On doit se dire clairement, à Beni, pas plus tard qu'hier, à Beni, il y a eu un mouvement des villes mortes. Pourquoi? Parce que les attaques contre la population s'intensifient de la part des ADF. Nous constatons que les politiques, ou soit les autorités, sont ailleurs. Les autorités sont dans la gestion d'ambition. Les autorités sont dans la recherche des postes. Oublions les vrais problèmes du peuple congolais. Aujourd'hui, les dollars se passent entre 27 500 et 28. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. Exactement. 3 mois, 4 mois. Les militaires, on ne sait pas. Les enseignants. Il y a beaucoup de problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Mais nous constatons que les autorités, ceux qui sont censés de rassurer, ou soit ceux qui sont censés de donner de l'espoir au peuple congolais, sont ailleurs. Donc le travail d'Augustin Kabouya, c'était en réalité une perte de temps. Normalement, la majorité était déjà décédée. Ce qui était pragmatique, on devrait depuis très longtemps nommer déjà un premier ministre. Donc le temps que Kabouya, le temps qu'on a perdu avec Kabouya, on devrait capitaliser ce temps pour avoir déjà un premier ministre, pour entamer maintenant les consultations. Comme on a fait avec la coalition FCCK. Exactement. Exactement. On devrait déjà, parce que la majorité était connue. C'est vrai que par formalité, on pourrait nommer, ça ne pouvait pas prendre trop de temps comme ça. Comme vous le dites là, pratiquement, les mêmes personnes que Judith, Madame Judith est en train de recevoir, ce sont les mêmes personnes que Kabouya a reçues. Qu'est-ce qui change? Ils viennent maintenant là pour proposer directement les noms, on ne sait pas. Est-ce que quand les délégations arrivent, ils proposent les noms? Parce que ce qui doit se faire normalement, c'est ça. Ce qui doit se faire normalement, c'est ça. C'est-à-dire les délégations en venant, ils doivent déjà, ces gens, les animateurs des partis politiques, déposer les listes des potentiels ministres, des ministrables, comme on le dit. Donc, quand Madame reçoit Gentini Ngobila avec son ACP, ils viennent pour déposer leur liste. C'est-à-dire que nous proposons telle personne, telle personne, telle personne. Je ne sais pas, mais entendre parler après l'entretien, après les consultations, on sent que ce n'était pas question des listes. C'est plus, on est en train de discuter sur la taille du gouvernement. Mais également une contradiction.
Vital Kamerhe parle qu'on doit avoir un gouvernement à la taille de la RDC. Bat dit qu'on doit avoir le gouvernement aura un effectif réduit par rapport au précédent. On ne sait pas une contradiction déjà de la part de deux personnes reçues par la première ministre. C'est compliqué déjà. Nous constatons qu'il y a beaucoup de choses et la première ministre a dit au chef des partis politiques qu'il fasse rapide pour ne pas perdre le temps. On sent que la dame n'a pas besoin de la perte de temps, mais on constate que les politiciens sont dans l'air combine, ainsi de suite. Et puis il y a déjà des gens qui sont en train de crier déjà à une certaine injustice, à un certain complot. Ah oui, hein? Il y a déjà des frustrations, il y a déjà des coups bas, il y a déjà des combines. Selon plusieurs informations, l'UDPS voudrait se retrouver partout, à des postes clés, à des postes stratégiques. On ne sait pas pourquoi, mais je constate que nous sommes en train de perdre le temps et c'est en défaveur de la population. Le Sénégal a fait des élections après nous, le gouvernement travaille déjà. Vital Kamerhe vous a répondu que la RDC n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le même contexte, nous n'avons pas la même réalité, donc il faut éviter cette comparaison. Vital Kamerhe, moi je ne le considère pas comme un modèle, moi. Donc je ne peux pas suivre ses propos. Étant que citoyen congolais, Vital Kamerhe n'est pas un exemple pour la jeunesse parce que Vital Kamerhe est passé des Kabila, il est devenu indépendant. Après aujourd'hui, il est un Tshisekediste. Aussi longtemps, le même Vital Kamerhe a refusé à Étienne Tshisekedi les soutiens en 2011. Vital Kamerhe s'est décidé d'aller seul. Qu'est-ce qui a changé? Vital Kamerhe n'a pas voulu soutenir les pères de Félix Tshisekedi. Les mêmes Vital Kamerhe aujourd'hui soutient Tshisekedi. Et selon déjà des informations, je vois les révélations. Nous détenons des informations que Vital Kamerhe pourrait quitter Félix Tshisekedi d'ici 2027. Et pourquoi? Moi, j'ai reçu un de ces transfuges. À l'occurrence, il s'appelle encore qui? Tochumani Kisombe, qui dit clairement Vital Kamerhe a des ambitions démesurées. Il s'est opposé farouchement à ce que Vital Kamerhe soit l'étiquette de l'Union sacrée comme président au niveau de l'Assemblée nationale. Simplement parce que lui, il connaît la personne, il a fréquenté la personne, il était avec Vital Kamerhe dans les fronts, pratiquement dans tous les combats. Il dit clairement que Vital Kamerhe reste un danger pour Félix Tshisekedi. Et ce qu'il dit, c'est complètement faux. Vital Kamerhe n'aime pas la population. C'est clair. Quand il dit qu'on ne peut pas comparer les Sénégal et la RDC, il avance quel argument? En termes de quoi? Un politicien sérieux doit dire on ne peut pas comparer. Nous n'avons pas le même régime politique. Au Sénégal, c'est peut-être un régime présidentiel. Ici c'est un régime semi-présidentiel. Exactement. Où le Parlement doit toujours intervenir dans la prise de décision. C'est-à-dire que les présidents ou les Congolais doivent aussi intérioriser cela. Ce qui est vrai, il n'y a pas assez de différence entre la RDC et le Sénégal. Là, en politique, on dit ceci, le salut du peuple est la loi suprême. Nous sommes un peuple comme les Sénégalais. D'ailleurs, même, nous avons beaucoup plus de problèmes que les Sénégalais. La RDC est pratiquement dans un trou béant, dans un trou profond, plus que les Sénégal. D'où on doit être très pragmatique, plus que les Sénégalais. Je ne comprends pas quand un monsieur pareil qui s'est empressé pour aller à Riyad, pour demander de l'aide pour des victimes, pour des réfugiés, pour la population, les déplacés internes. Et tant que VPM de l'économie, Vital Kamerhe n'a aucun bilan. Il nous avait rassuré qu'il n'y aura plus de l'inflation en RDC. Mais on constate qu'il a fui pratiquement ses ministères de l'économie. Non, il est resté légaliste. Non. Il a fui les ministères. Il est resté légaliste. Il a fui les ministères de l'économie parce qu'il n'avait aucun bilan. Il n'a aucun bilan à présenter. Aujourd'hui, il n'a mis en place aucune politique économique. Alors, aucune. Vital Kamerhe peut nous citer, ne serait-ce une petite politique économique mise en place. Aussi longtemps, en Zambie, ici, là où Vital Kamerhe est allé quémander les maïs, il y a une politique agricole. C'est-à-dire, dès le bas âge, les enfants apprennent comment cultiver.
J'ai un confrère qui venait de là, il a apporté des images, John Kabamba. J'étais hier sur son plateau, j'ai vu des images, comment est-ce que les jeunes gens, les mineurs, même les enfants, apprennent l'agriculture. Et je comprends pourquoi est-ce que notre pays quémande à chaque fois les maïs au niveau des Zambies. Alors, Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il a fait pendant, je pense, une année ou quelques mois? Quels sont les jalons que Vital Kamerhe a posés tant que VPM en économie? Rien. Aussi longtemps, il avait les pleins pouvoirs. Vital Kamerhe ne peut pas se plaindre que non, il y avait une sorte de deuxième gouvernement, un gouvernement parallèle au niveau de la présidence et qu'il y avait un prétendu VPM encore de l'économie au niveau de la présidence qui faisait ombrage à son travail. Non, Vital Kamerhe n'a pas réclamé cela. On constate que Vital Kamerhe a échoué étant que VPM de l'économie. De surcroît, c'est un professeur, un docteur en économie. Mais on n'a vu aucune théorie de l'économie pratiquée par Vital Kamerhe. Et c'est décevant. Il va enseigner ses étudiants quoi? Vital Kamerhe, il va enseigner ses étudiants quoi? Nous devions être sérieux et rigoureux envers ses autorités. Surtout que M. Vital Kamerhe est professeur. Il enseigne l'économie. Mais sur terrain, lui-même a failli. Quelle est la politique économique? Quelle est la théorie économique que Vital Kamerhe a appliquée? On constate actuellement tous les prix sont à la hausse. Les biens de première nécessité, n'en parlons même pas. Rien ne va au pays. Les Congolais ne mangent pas, il n'y a rien. Les Congolais ont faim, il y a la famine partout. Vital Kamerhe n'est pas un modèle. Nous avons des urgences plus que le Sénégal. D'où, si nous sommes en train de tergiverser, ce n'est pas parce que nous avons un régime semi-présidentiel. Non, c'est parce que nos politiciens sont égoïstes. C'est simplement parce que nos politiciens sont égoïstes. Ce n'est pas parce que nous avons un régime semi-présidentiel. Non, c'est parce que nos dirigeants sont égoïstes. Prenons les cas. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il n'y a pas élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Parce que c'est le bureau définitif qui doit installer le gouvernement. Exactement. Le gouvernement doit prêter serment face à un bureau définitif devant les députés. Alors, si jusqu'à présent, nous n'avons pas un calendrier fiable, un calendrier rassurant pour l'élection du bureau le président du bureau d'âge nous a donné les assurances hier. Exactement. Et que le bureau s'est installé avant la sortie du gouvernement. Pourquoi est-ce que ça traînait? Depuis, on a publié les résultats. Pour organiser les élections. C'est ça maintenant le problème. Pas de fonds pour tenir des plénières. C'est ça maintenant le problème. Le Kazadi a pratiquement tout bloqué. C'est ça maintenant le problème. Quand on parle que nous n'avons pas de fonds, aussi longtemps, il y a des détournements de 17 millions, de 400 millions de dollars dans ces pays. Il y a plusieurs détournements, mais il n'y a pas de fonds. Moi, je suis écœureux quand dans un pays comme la RDC, un ministre des Finances se tape la poitrine, se bombe les torses en disant que non, j'ai reçu quand même à maintenir la RDC dans un programme avec les FMI. C'est ridicule. Les programmes avec les FMI, ce sont des appuis budgétaires, c'est-à-dire des dettes. Et un ministre des Finances ne peut pas se bomber des torses pour ça. Un pays sérieux produit. Quand un pays est en programme avec les FMI, c'est-à-dire que ce pays ne produit pas. Ce pays ne produit pas. Ce pays a besoin de l'aide. Et aucun pays ne s'est développé avec de l'aide. Et surtout que ces aides, toutes ces aides sont à rembourser. Aujourd'hui, on nous parlerait, avec intérêt, aujourd'hui, on nous parlerait de plus de 10 milliards de dettes. Pour 5 ans seulement, de ces régimes, plus de 10 milliards. Et c'est un régime pareil que M. Vital Kamerhe, je constate qu'il ne comprend même pas la politique. Il a traîné, il a fait longtemps dans la politique, il a l'expérience, mais il n'a pas la maîtrise de la politique. Mais pourquoi cette fixation sur la personne de Vital? Ça frise l'acharnement. Ce n'est pas une fixation. Kamerhe s'est montré loyal vis-à-vis du chef de l'État. Il a accepté de s'effacer en 2018 pour que Faty soit candidat président. Il a accepté que l'accord de Nairobi ne soit jamais appliqué au profit de la République. Mais pourquoi cette fixation sur la personne de Vital? Vous savez, Hervé, c'est vrai, parler du Rwanda, République démocratique du Congo, ça devient pratiquement comme un crime, un tabou. Mais on doit se le dire, le Rwanda est en train de commémorer 30 ans du génocide rwandais. Au même moment, il y a 30 ans du génocide rwandais, il y a 30 ans de deuil également à la République démocratique du Congo. Plus de 10 millions de Congolais. Mais observez sur le plan international, qu'est-ce qui fait l'actualité? C'est les 10 millions de morts de la RDC ou bien c'est les 1 million de morts du Rwanda. Simplement parce que le Congolais n'est pas sérieux.
Nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes envers nous-mêmes. C'est ça le problème. Nous voudrions toujours amadouer nos autorités, accommoder ces autorités qui ne font pratiquement rien. Un monsieur comme Vital Kamerhe doit avoir honte et se taire toute sa vie. Vital Kamerhe ne peut jamais parler. Il peut nous dire qu'en est-il de ces projets des 100 jours. Ces projets des 100 jours, qu'en est-il de ces projets? Ils nous ont fermé les oreilles ici, et ils nous ont bouché les oreilles en disant qu'il y a ces programmes de 145 territoires. En suivant Nicolas Kazadi, on constate que rien n'est fait. Ils attendent les financements. Là, c'est Nicolas Kazadi qui le dit, ministre des Finances. Le gouvernement est en train d'attendre 1 milliard de dollars pour entamer les programmes des 145 territoires. Mais ils ont trompé la population pendant la campagne en disant qu'il y a déjà les travaux de ces programmes des 145 territoires. Mais Nicolas Kazadi a dit qu'ils sont en train d'attendre parce que le programme des 145 territoires est évalué à 1 milliard 600 millions comme ça. S'ils attendaient 1 milliard du FMI, c'est-à-dire que rien n'est fait, rien n'est débuté, rien n'a commencé avec ces programmes des 145 territoires. Et ce sont ces gens d'autorité que nous devions accommoder. Un monsieur comme Vital Kamerhe doit se taire toute sa vie, parce qu'il n'est pas un modèle. Il n'a rien fait pour la jeunesse, ni pour le peuple congolais. L'Union sacrée, ce n'est pas seulement Vital, mais je ne comprends pas. J'ai suivi, je crois, hier, quelques communicateurs de l'ACP d'Ngobila qui se plaignaient déjà. Ils se sentent étouffés. Ils n'ont pratiquement rien reçu. L'UDPS se comporte pratiquement en véritable roi. L'UDPS qui veut avoir pratiquement la part du lion. Est-ce que le président aura la tâche facile pour gérer les frustrations après la sortie du gouvernement? C'est ça même les problèmes. Quand on nous dit que... également, j'ai entendu ça, comment est-ce que les membres de l'ACP se plaignaient. Et parce que la première force au niveau de la ville de Kinshasa, à l'Assemblée provinciale, c'est l'UDPS. La deuxième force, c'est l'ACP. On constate ceci, que l'UDPS veut s'accaparer de tout. C'est-à-dire, normalement, politiquement, là ce sont des calculs politiques qui n'ont rien à voir pratiquement avec les saluts même du peuple. En politique, comme l'UDPS est la première force, l'UDPS normalement doit occuper les postes du gouverneur. Ce qui est fait de la ville. Ou ce qui sera fait. Moi d'ailleurs, je me dis, c'est une contradiction parce que même la première force, au niveau de Kinshasa, c'est la première institution. Dans la province, c'est d'abord l'Assemblée provinciale. Selon la Constitution. Exactement. Le gouvernorat, c'est la deuxième institution provinciale. Donc, l'UDPS devrait avoir l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale. Et non le gouvernorat. Et non le gouvernorat. Constitutionnellement, c'est ça. Comme l'UDPS est la première force, constitutionnellement, les textes, la première institution de la ville, c'est l'Assemblée provinciale. Tellement dans ces pays, pourquoi est-ce que la Constitution, les juristes et les législateurs ont placé l'Assemblée provinciale comme première force? Parce que tout part de l'Assemblée provinciale. C'est elle qui doit contrôler. Si l'Assemblée provinciale n'investit pas, n'est pas d'accord avec les programmes du gouverneur, l'Assemblée ne va pas investir ce gouverneur. Ce gouverneur doit retravailler son programme, même s'il est élu. L'Assemblée doit valider son programme. Si le programme n'est pas validé, le gouverneur... Donc, les chefs de la province, c'est d'abord l'Assemblée provinciale. Mais tellement dans les idées cupides des autorités, des politiciens congolais, ils savent que celui qui gère les fonds de la ville, c'est le gouverneur. Comme celui qui gère les fonds de la ville, il devient pratiquement la première institution du pays. Or, selon les textes, c'est faux. Malgré qu'il est gestionnaire des fonds, pour décaisser ces fonds, il doit avoir des avis même de l'Assemblée provinciale. Si l'Assemblée provinciale n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec les décaissements, l'argent serait bloqué. C'est même ça la réalité. Donc, l'UDPS devrait avoir l'APK et l'ACP doit retourner comme gouverneur. Politiquement, c'est comme ça que ça doit s'établir, selon la Constitution. Mais tellement qu'ils sont avares, ils sont cupides, ainsi de suite, ils pensent qu'il doit avoir le poste du gouverneur. Bon, ce sont leurs arrangements. On souhaite leur arrangement. L'ACP devrait normalement avoir l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Malheureusement, on constate que, selon les informations, les tickets présentés par l'Union sacrée, comme
candidats au poste du président de l'APK, on ne retrouve pas l'ACP de Gentini Ngobila. Donc, les candidats proposés par Gentini Ngobila ne se retrouveraient pas comme ticket de l'Union sacrée. C'est là même des problèmes. C'est qui les tickets de l'Union sacrée? Parce qu'il y a je ne sais même pas. Je sais même pas il y a les noms des députés ACP qui est retenu comme candidat. Oui, il y a les noms, je pense, de Bokoso, je pense. Bokoso qui est retenu. Mais selon des informations, en tant que journaliste, ce n'est pas les tickets de l'Union sacrée. Selon des informations, les tickets de l'Union sacrée seraient les messieurs ici qui... il s'appelle comment? Non, pas Cheke. Les messieurs aussi de l'UDPS. Oh, encore un député UDPS. Oui, exactement. Exactement. Je sais pas. Ça va créer des tensions. C'est maintenant ça le problème. Kabou a été déjà prévoyant en disant que dans les prochains jours, le régime va traverser, ou le pouvoir va traverser des zones de turbulence. Exactement, parce qu'ils savaient qu'ils ne sont pas politiquement généreux, si on pourrait dire comme ça. Ils ne sont pas politiquement généreux. Ils ne savent pas faire les jeux de la politique. Selon Kabouya, on doit avoir tout. Parce que selon l'entendement de l'UDPS, les militants de l'UDPS doivent se retrouver et non le peuple congolais. L'UDPS au pouvoir, ce n'est pas le peuple d'abord, mais les militants de l'UDPS devraient se retrouver. D'où on doit placer à la tête de toutes les institutions les membres de l'UDPS pour servir les militants de l'UDPS. C'est ça la thèse pour l'UDPS. Et on constate que ça crée déjà des frustrations. On voit déjà l'ACP. Et à part même ça, au niveau de l'Assemblée nationale, selon les informations, Vital Kamerhe ne serait pas également le ticket de l'Union sacrée. Mais on reproche exactement quoi à Vital Kamerhe? Là, je suis en train d'analyser parce que selon les pro-Vital Kamerhe, les proches Vital Kamerhe, il y a eu des négociations si c'est secret. Le président aurait rassuré Vital Kamerhe, non, que ce serait lui les tickets de l'Union sacrée comme président au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi même Kamerhe a laissé, vous savez très bien, tous les ministres sont restés pour assurer et assumer les affaires courantes. Mais Kamerhe s'est décidé de rester focus au niveau de l'Assemblée nationale pour concentrer sa candidature au niveau du président, au niveau du speaker de l'Assemblée nationale. Mais ce sont des informations que moi je détiens de la part des pro-Kamerhe et que Vital Kamerhe ne serait plus les tickets de l'Union sacrée. On ne sait pas. Déjà, il y a ces genres de frustration. Bahati également se sent frustré. Pourquoi? Parce que Bahati se voyait déjà deuxième force au niveau de l'Assemblée nationale, après l'invalidation de ces députés, entre autres son fils, il s'appelle encore Serge Bahati. Bahati également se sent déjà frustré. Il y a trop de frustrations. Et derrière ces frustrations, c'est l'UDPS. Et on ne doit pas se cacher, on ne doit pas se voir de face. Derrière l'UDPS, il y a effectivement le président de la République. Parce que le président de la République pourrait mieux gérer l'UDPS. Si le président dit quelque chose, c'est vrai que il est le président de tout le monde, il n'est plus le président de l'UDPS, le président était un candidat indépendant, mais nous savons l'influence que le président a au sein de l'UDPS. Le président pourrait stopper cette hémorragie. Mais si le président ne le fait pas, c'est-à-dire que on constate que le président serait derrière ce qui se passe au niveau de l'UDPS, parce que l'UDPS veut s'accaparer de tout. Et on citerait des Kabouya, on citerait des Kazadi, on citerait ces gens de noms. Et on ne comprend pas pourquoi. Et après, on va nous dire que c'est l'opposition qui bloque. On va nous dire que c'est Kabila qui bloque. C'est Katumbi qui bloque. Tout ce temps perdu devrait servir à développer ces pays. Devrait servir ne fût-ce à poser les gens. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater les embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa. Il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route, il n'y a rien. Simplement parce que les autorités sont absentes. Il n'y a rien. On constate des embouteillages monstres. Et aucune autorité, aucun responsable n'est pipement. Ils sont tous silencieux. On ne sait même pas évaluer ces fameux projets dits qu'ils zéro tout. Exactement. Exécutés à 87% d'après le ministre du JTPR. Aucun gouvernant n'est pipement. Ils sont ailleurs. Après, ils vont nous dire que non, c'est l'opposition qui bloquerait, c'est l'opposition qui comploterait avec l'ennemi, qui serait en dialogue permanent, en contact permanent avec les autorités rwandaises, avec les M23, ainsi de suite. C'est ça leur tasse de thé. Malheureusement,
Ils ne savent pas que tous ces temps perdus ne profitent pas aux Congolais. Et moi, je suis en train de dénoncer cet égoïsme politique de la part de l'UDPS. C'est vrai, moi, je reste convaincu que les élections générales de 2023, il n'y avait pas élection même. On ne pourrait jamais appeler ça élection. Par infirmité du langage, abusivement, on concède à ces gens. On leur concède les élections. Mais moi, je reste convaincu qu'il n'y avait pas d'élection en 2023. Mais du moins, comme ils nous ont présenté ces résultats, mais qu'ils respectent du moins ces résultats présentés, c'est-à-dire, il y a une première force, il y a une deuxième force, il y a des gens qui vous ont aidé pour avoir ces voix. Il y a des gens qui ont travaillé pour que, selon les résultats de la CENI, il y a des gens qui ont travaillé pour avoir même ces voix. Pour avoir, on pourrait appeler ça comme l'opposition a parlé de la tricherie. Il y a des gens qui ont travaillé pour cette tricherie. On devrait normalement, politiquement, c'est correct que ces gens soient récompensés de leurs efforts. Parce qu'on ne vient pas en politique pour se faire des cadeaux. Non, on vient en politique parce qu'il y a des quotas. Moi, je travaille dans telle place, je travaille ici, j'ai fait tel travail et je dois occuper après ça. Maintenant, comme ce n'est pas le cas, je constate que la frustration serait en train d'être élevée. Je ne pourrais pas dire que la frustration pourrait conduire certaines personnes dans des considérations XY, aller dans telle machination X. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à l'éclatement de l'union sacrée après la sortie du gouvernement? Parce qu'avec ces frustrations en répétition, là, ça fait quand même craindre. Là, libre à eux, nous sommes même partants que ce pouvoir, ou soit l'union sacrée, puisse cesser d'exister. Le peuple congolais est fatigué de ces pouvoirs. Le peuple congolais est fatigué de l'union sacrée. C'est ce même peuple qui a comme ça donné 73% des Le voix. peuple congolais n'a jamais voté ce que nous ont présenté comme résultat. Les résultats, les voix du peuple n'est pas celui, les résultats, les voix du peuple ne sont pas ce que Denis Kadima nous a présenté. Le peuple a décidé autrement. Mais ils ont préféré faire ce qu'ils ont fait là. La tricherie et ainsi de suite. Denis Kadima lui-même avait dit des conseillers communaux nommés et ainsi de suite. On a invalidé des gens. Il y a entre autres Jean Tiningo Bila, Ntingi Pouloulou. Mais le PG, après la Cour de cassation, dit que la CENI n'a déposé aucune preuve. Donc nous sentons que c'était vraiment du théâtre. Et on demande cette fois-ci aux électeurs qui détiennent des preuves. On demande à la population aussi longtemps en droit. Le PG, en droit, on dit que les preuves incombent à celui qui allègue des faits. Exactement. C'est à la CENI d'alléguer les faits. Donc, si l'accusateur n'allègue pas les faits, on fait quoi? On rétablit les gens dans leurs droits. C'est clair. On a collé un faux procès à ces 80 candidats. Exactement. Parmi des professeurs d'université même. À part même ça, l'honneur de ces gens, essuyé déjà, est entaché et sali. Un professeur des droits. Des pères de famille, des professeurs, exactement, des pères de famille. Délinquant électoral. Exactement, des pères de famille collés. Des pères de famille à qui on a collé cette étiquette de délinquants électoral. C'est assez grave pour leurs enfants. On a essuyé. On a pratiquement donné un coup à l'honneur des gens, sans pour autant avoir de preuves. On devrait normalement, la CENI devrait dédommager ces gens-là. On devrait coller la CENI un procès. C'est parce que ces gens, je ne sais pas, la RDC reste comme telle, parfois même des autorités sont naïves, et ainsi de suite. On devrait coller un procès à la CENI. Et quand je vois le PG qui dit que non, la population a amené des preuves, aussi longtemps, je ne sais pas. C'est vraiment du rigolo. Moi, j'estime que le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué de l'union sacrée. Le peuple est fatigué de ses pouvoirs. Mais tout reste entre les mains du peuple. C'est à la population de faire ce qu'elle pense faire pour rentrer dans ses droits et recouvrer ses droits. Comment départager Mbosoba qui est Vital Kamerhe pour le poste de président de l'Assemblée nationale? L'UDPS a promis d'ailleurs de déposer aujourd'hui les noms de ces candidats pour briguer les postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ou les bureaux d'AJA annoncé également pour aujourd'hui la mise en place d'une commission pour tabler sur la même question. Comment départager ces différents candidats, tous membres du présidium de l'Union sacrée? Malheureusement, c'est assez simple.
On peut départager dans une république sur base de compétences et de la probité morale. Malheureusement, il n'y a aucun modèle entre ces trois. Donc pour moi, l'Union sacrée devrait nous présenter un autre candidat. Un autre candidat qui pourrait occuper ces postes du président de l'Assemblée nationale. Et j'aurais entendu également au niveau du premier vice-président, on pourrait nous proposer ces messieurs ici de Francis Tchibalabala, qui n'a pratiquement rien fait. De l'Assemblée provinciale. Exactement, qui n'a pratiquement rien fait. Avec aucun, rien comme bilan. Mais je suis en train d'entendre que c'est très probable, avec les retraits de Kabouya, que l'UDPS nous propose... Mais non, Mbata est aussi cité. Tchibalabala. Mbata, il y a beaucoup à dire sur ce professeur. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait jadis sous les règnes de Kabila. Il a tout oublié. Mais depuis un temps, exactement. J'ai du respect, du moins. Je ne pourrais pas être ingrat. Ce sont des gens qui ont contribué pour que la population puisse sourire. Que l'espoir puisse être suscité au sein de l'opinion et au sein de la population congolaise. Malheureusement, ce sont ces mêmes gens qui ont pratiquement changé de costume. Pour quelle raison, on ne sait pas. J'ai beaucoup de respect, d'estime, je garderai toujours un bon témoignage pour Mbata. Mais actuellement, il est en train de décevoir le peuple. Et aucun Congolais sérieux ne pourrait être d'accord de voir Mbata. D'abord, Mbata, il a fait quoi? Il était là, comme premier vice-président, après Kabound. Mbata a fait quoi? Rien. Si ce n'est pas de Djalelo, si ce n'est pas dire ce qu'il avait dit au niveau de Kassai, si ce n'est pas faire tout ce qu'il a fait, je ne sais pas. En tout cas, l'UDPS, ou soit l'Union sacrée, doit nous présenter un autre candidat. Moi, je ne sais pas départager Mbosso, Bahati et Kamere, parce qu'il n'y a aucun modèle. Je ne vois pas la compétence. C'est vrai qu'il pourrait être intelligent, pas intelligent, qui pourrait avoir des diplômes, l'expérience également, je ne dirais pas l'expérience, qui pourrait déjà avoir cette chance, cette opportunité de diriger déjà pendant longtemps, d'être en politique. Mais je constate que ces gens, leur temps passé comme chef de certaines institutions, leur temps passé comme gouvernant, comme autorité, ce temps-là n'a servi à rien. Cette expérience n'a servi à rien. Et c'est pourquoi je dis qu'ils n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune compétence, la probité morale, n'en parlons même pas. Parce qu'au Sénat, il y a des pleurs et des grincements des dents. Il y a maintenant plus de 3 mois d'arriéré chez les administratifs du Sénat. Pourtant, on avait vu un communiqué du personnel de ces mêmes Sénats qui saluait le travail réalisé par Bahati Lukwebo. Wanezakop. Oh. Nalingala, en termes simples, Wanezakop. Comment ça? C'est-à-dire que, comme il est coincé, il devrait commencer, mettre en place un lobby. C'est vrai qu'en politique, ce n'est pas un péché. Politiquement, ça se justifie. Un politicien fonctionne toujours avec des lobbies. Mettre en place un lobby, des gens qui peuvent prendre votre part. Et Jacob, là, on n'entre pas dedans. Les administratifs du Sénat sont là. Les membres de l'administration est là. Le Sénat est, très bien. est à un niveau où on ne peut jamais s'imaginer que le Sénat pourrait avoir plus de 3 mois derrière. Vital Kamere, j'ai déjà dit ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Mbosso, au niveau de l'Assemblée nationale, n'en parlons même pas. Si on pose la question à Delis Sanga, il va nous répéter que Mbosso c'est un voyou, c'est un délinquant. C'est clair. On va terminer cette émission. Élection des gouverneurs à Kinshasa, il y a 29 candidats au total, mais le plus en vogue c'est Daniel Bumba de l'UDPS, le ticket Bumba, Edi Ieli, il y a Deo Kasongo aussi. Avoir ces 29 candidats, à qui on peut confier la ville de Kinshasa aujourd'hui au regard de tous ces défis? Moi, ce qui est vrai, je n'ai aucun candidat parmi... je ne vois aucun profil satisfaisant. Même pas Deo Kasongo? Deo Kasongo est parmi des gens qui ont détruit la jeunesse congolaise. Deo Kasongo fait partie de l'industrie musicale obscène. Je répète, Deo Kasongo fait partie de l'industrie musicale obscène de ces pays. Il n'y a pas de différence entre Deo Kasongo et Ouéranson. Il n'y a pas de différence entre Deo Kasongo et Koffi Olomide. Si ces musiciens qui laissent les dames pratiquement nues danser à la télévision, Deo Kasongo a produit, a sponsorisé
ce genre de production. Ce genre d'œuvre, Deoka Songo l'a fait. Deoka Songo, dans son parcours, n'a aucun actif sur l'investissement intellectuel, soit éducationnel de la jeunesse congolaise, ou soit des Kinois des Congolais. Deoka Songo a passé son temps à sponsoriser la distraction, les divertissements, l'abrutissement. C'est ce que Deoka Songo a sponsorisé. De l'autre côté, Daniel Bumba, je ne sais même pas, son colistier Edi Yeli, je ne sais pas. Tout le monde, en tout cas tout le monde, tout Congolais sérieux qui cherche l'information, connaît qui est Edi Yeli. Je ne pourrais pas entrer dans ce qu'il fait, dans son parcours, ainsi de suite, mais du moins, moi, étant que journaliste, je n'ai jamais vu même une interview d'Edi Yeli. Aussi longtemps, il a fait plus de 5 ans dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je n'ai jamais vu une interview, ne serait-ce que d'une minute, ne fût-ce en français. Il n'a jamais pris la parole, même à l'Assemblée. Est-ce qu'il vient d'abord? Est-ce qu'il venait? Est-ce qu'il venait à l'Assemblée? Je ne sais pas. Alors, pour finir cette émission, il y a également la formation du gouvernement. C'est vrai que nous avions à parler de ça au début. Mais il y a un sujet également très important qu'on devrait évoquer. On ne doit pas taire cela. C'est vrai que je flairais ça. Ça fait débat, ça fait polémique. Sur les détournements en RDC. Cette affaire des lampadaires et cette affaire des fourrages et des stations, c'est partout, il sera cité pour un droit de réponse. Exactement. Nous sommes en train de l'attendre. Il est, selon des informations, il est à l'extérieur du pays. Nous sommes en train d'attendre. Mais déjà, son ministère a répondu. Son ministère n'a pas contredit. Les communiqués de son ministère, signés, je pense, par son DIRCAP, ce communiqué n'a pas contredit ce qui s'est dit. Ce communiqué dit clairement qu'il y a surfacturation, mais du moins, ils ont payé. Il dit que non, il y avait surfacturation, et puis quand nous avons constaté la surfacturation, nous avons invité l'entreprise qui devrait faire cette opération, et l'entreprise a dit que non, au lieu de 1000, on augmente les nombres. Les nombres croient, je pense à 1300, ainsi de suite. Mais il y a surfacturation. Quand il y a surfacturation dans un projet, un pays sérieux, un gouvernant sérieux fait quoi, un ministre sérieux fait quoi? Rejette les projets. Parce que selon les informations, même du temps, lors de la coalition FCC Cash, ces projets étaient sur la table. Mais le gouvernement Ilunkamba à l'époque avec Sélé Yalagouli, ce gouvernement a rejeté, ou soit aurait rejeté, aurait refusé ces projets. Mais on n'a pas compris, tellement considérer les propriétaires de cette usine, ou soit plutôt de cette société, seraient parentés à Nicolas Kazadi. On sent déjà, il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, un délit d'initié. Comment est-ce qu'un ministre pourrait octroyer un marché à un de ses parentés? Comment est-ce que ça pourrait s'expliquer dans une république? Si cette information est vraie, parce que jusqu'à présent, le ministère n'a pas démenti, que non, je pense que c'est M. Mike, si c'est Mike Kassenga, si c'est qui là, seraient les frères de Nicolas Kazadi. Jusqu'à présent, le ministère n'a pas démenti, ni son ministère. Comment dans un pays sérieux, un ministre pourrait confier un marché à un de ses frères? Et puis, selon les informations, c'est un marché qui s'est passé de gré à gré. Et l'autorité de régulation des marchés publics n'était pas saisie. Ni même l'hôtel de ville où il y a, lorsque l'argent a été décaissé, l'hôtel de ville n'était pas au courant, selon des informations. La seule chose que les ministères fait, c'est de rejeter la responsabilité. Non, ce n'était pas notre projet. Le projet des forages, c'est le projet du ministère du développement rural. Alors, le projet des lampadaires, c'est le projet de qui? Si le projet des forages, c'est le projet de quoi? Du ministère du développement rural, alors le projet des lampadaires, c'est le projet de qui? Nous constatons qu'il y avait eu vraiment intention de détourner de l'argent. Parce que les prix réels sur le marché et les prix mentionnés, fixés, on sent qu'il y avait intention. Et à part ça, on devrait quand même nous donner, ces prix-là étaient de quelle profondeur? Ces prix-là sont de quelle profondeur pour fixer les prix? On constate qu'il n'y a rien de précision sur ça, donc il y a un flou total, il y a de l'opacité, il n'y a pas de transparence. On constate qu'il y avait intention de voler et de détourner. D'où je suis en train de soutenir la démarche de mon frère Jean-Paul Lopempe, qui a saisi les procureurs
pour l'ouverture d'une enquête. On devrait assister à un procès comme celui des 100 jours. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de théâtre dans ces procès des 100 jours, mais du moins, les responsables, ou soit des responsabilités, doivent être établis dans cette bêtise de ces projets des fourrages et des lampadaires. C'est également dans ces mêmes projets que les producteurs de Wenge est cité, non? Je ne sais pas. Les producteurs et son assistant, son directeur. J'entends des noms des sujets maliens, si c'est Batili, là, il y a des noms qui nous viennent de gauche à droite. L'adjoint de Amadou Djabi, il semble. Je ne sais même pas, il y a des noms qui viennent de gauche. On constate que c'est vraiment de la mafia. Donc des Maliens qui viennent de tourner ici. On constate que c'est de la mafia. Et puis, selon des informations, Mike Kassangala, si c'est Mike Kassangala, si c'est qui là, ces gens-là qui ont bénéficié de ces projets, cette équipe-là était déjà chassée à l'époque par Mouzé. Ces gens-là étaient même chassés par Mouzé. Mais subitement, donc des gens, des autorités qui ne révisitent même pas l'histoire de notre pays. C'est assez grave. Comme nous sommes en train de refaire des mêmes erreurs. Je constate qu'on ne refait même pas des mêmes erreurs. Nous sommes en train de voler notre propre pays. Et les responsabilités doivent être établies. Nicolas Kazadi qui rentre tranquillement au pays, il va faire face à la justice. La justice est là pour laver des gens. S'il est innocent, il sera lavé. S'il n'est pas innocent, il est coupable. Mais du moins, c'est lui qui décaisse de l'argent. Merci beaucoup, Gramic, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Ça n'est fini. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.